La chronique politique de ce grand journal à suivre en vidéo sur nos pages Facebook et Twitter. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis sur Radio J. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On s'intéresse d'abord avec vous Alexis à la diplomatie française devant la crise ukrainienne. Une crise qui est entrée probablement dans une nouvelle phase la semaine dernière avec l'annonce de livraison à Kiev de chars lourds allemands Léopard et américains Abrams. La France se montre pour le moment, Alexis, beaucoup plus réservée, même si les blindés légers AMX-10 ont été promis par Paris. Comment définissez-vous, Alexis, et expliquez-vous la ligne du président de la République dans ce dossier hautement sensible? Alors, je ne suis pas le macronologue de service de Radio J, mais je le connais quand même un peu maintenant à force de suivre sa ligne politique, au fond. Alors, on va faire juste donc une précision sur le contexte. Vous avez vu que donc Olaf Scholz, après avoir... chancelier allemand. Voilà. Après avoir d'ailleurs, au nom d'une position qui était celle de la social-démocratie allemande, plutôt encline à une forme de pacifisme, en règle générale, et de liens particuliers avec Moscou, il a finalement cédé aux objurgations d'une partie de la droite allemande, en réalité, la Commission européenne, Ursula von der Leyen, des relais aussi des États-Unis en Allemagne, qui sont puissants, et qui l'ont enjoint d'accepter la livraison de chars Léopard 2. Alors en l'occurrence, en Allemagne, c'est les Léopard 2, mais enfin, c'est à peu près équivalent aux blindés conventionnels que nous venons d'évoquer pour la France. Mettant donc le président français dans une situation où, au fond, il est obligé lui-même d'avancer d'une manière ou d'une autre, même s'il apparaît que beaucoup de chars que nous serions, nous Français, susceptibles d'envoyer sont en maintenance, donc en fait ne sont pas immédiatement utilisables par les combattants ukrainiens autour de Volodymyr Zelensky. Mais il se pose une autre question désormais, car vous voyez, le président ukrainien, dont on peut admirer la bravoure, voire l'héroïsme, sait aussi faire monter les enchères, si vous me passez l'expression, oui. Steve, et désormais... Il y avait un article de BFM TV très intéressant avant-hier. Il fait monter les enchères et il demande à la fois, à ses différents alliés, donc ça concerne les Français potentiellement, et des avions dits de combat, style Mirage 2000 de Dassault. Ou des F-16 américains. Voilà. Mais en France, c'est les Mirage 2000 construits par l'excellent Dassault, Dassault Industries. Et aussi des missiles dits de longue portée. Qui pourraient donc viser cette fois le territoire russe. Voilà. Et ça, je peux vous dire, c'est clair, que Macron s'y oppose formellement. Alors, on peut analyser ensemble les raisons pour lesquelles il s'y oppose. Ma conviction, je vous la livre, c'est qu'il ne s'agit absolument pas, de la part du président français, de retirer son soutien, j'allais dire affectif et amical, à la résistance ukrainienne. Ce n'est pas cela. Simplement, du point de vue qui est le sien, j'allais dire de l'éthique de responsabilité dont il se prévaut, pour employer des termes qui vous parlent, qui sont dus au sociologue Max Weber, oui. Il a le souci des conséquences. Et en l'occurrence, les conséquences, c'est l'incertitude quant à l'utilisation qui pourrait, dans les semaines qui viennent, à l'approche d'une offensive russe annoncée qui risque d'être très dure, très âpre, quelle utilisation pourrait être faite de ces armes conventionnelles, et notamment des missiles longue portée, par un Vladimir Zelensky qui semble, sur ce plan-là, et on le comprend, ne plus avoir beaucoup de limites. Donc avec un risque d'escalade majeur. Évidemment. Et donc, alors on peut juger sévèrement la position du président français. J'entends d'ailleurs en France déjà des voix se lever du côté de ceux qui sont plutôt les tenants d'un atlantisme, disons, radical sur cette question, qui veulent faire capituler la Russie, et qui conditionnent toute reprise des pourparlers à une capitulation nette de la Russie. C'est une position qui se défend d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas la position du président de la République et en réalité de la République française. Je vous laisse interrompre. Vous diriez, Alexis, que c'est un peu ce à quoi on assiste, c'est finalement le retour de la ligne gaulo-mitterrandiste traditionnelle du Quai d'Orsay. Alors, vous me l'arrachez de la bouche. Vous avez une fois de plus senti de quoi il s'agissait. Et évidemment qu'Emmanuel Macron s'inscrit dans une cohérence qui d'ailleurs chez lui n'est pas nouvelle. On peut la contester, je ne dis pas qu'on ne peut pas contester cette ligne, mais il est cohérent avec lui-même. Rappelez-vous, au moment de son élection, la première élection en 2017, que fait-il ? Il nettoie, entre guillemets, de son point de vue, les écuries d'Augias du Quai d'Orsay, en limitant l'influence de ceux qu'ils appellent alors, avec Hubert Védrine, ses amis, les néoconservateurs. Qui sont les néoconservateurs ? C'est des gens comme Gérard Araud, etc. C'est-à-dire un lobby, au fond, très lié à Washington et qui voudrait imposer progressivement à la diplomatie française un agenda essentiellement américain. Donc en réalité, contrairement à ce qu'on croit, Emmanuel Macron, dès le départ, est quelqu'un qui souhaite entretenir des relations, non pas d'amitié, non pas d'affinité, mais des relations avec Moscou. Et c'est évidemment
à ce titre et dans ce sens qu'il faut comprendre le « en même temps » auquel il s'est livré depuis le 24 février. On l'a d'ailleurs souvent évoqué avec vous, le « en même temps » il ne consiste pas à aider les Russes, il consiste à garder, dans l'espoir que ça puisse servir un jour, un canal de discussion directe avec le Kremlin. Et notamment, ces coups de fil avec Poutine, qui ont beaucoup été moqués du côté ukrainien. Souvenez-vous, les Ukrainiens, ils disent « macroner ». C'est une nouvelle expression en ukrainien pour dire avancer, promettre quelque chose sans tenir. Du point de vue des Ukrainiens, ça veut dire perdre son temps à parler à quelqu'un qui de toute façon n'en fait qu'à sa tête. Là, je parle de leur représentation à eux. Et qui de toute façon se fout de Macron. Pense-t-il. Donc, en gros, Macron a fait cela. Il a continué régulièrement à entretenir un dialogue, qu'on imagine d'ailleurs tendu et houleux, avec le président de toutes les Russies, dans l'espoir qu'un jour, ce canal, fragile mais décisif, puisse servir à une solution qui consisterait dans un compromis non suicidaire. Est-ce que ça pourrait permettre à la France d'être une puissance médiatrice dans le cadre d'une sortie de crise diplomatique ? Vous posez one more time les très bonnes questions. Évidemment, c'est ça la stratégie qu'a en tête le président de la République française. Mais il est pris à revers, car nous avons aujourd'hui, parmi les alliés, l'Allemagne notamment, mais au sein de l'OTAN en règle générale, et notamment dans les pays d'Europe, et puis dans les pays d'Europe centrale, d'Europe du Nord, nous avons un certain nombre de personnes qui sont plutôt sur une ligne que l'on peut qualifier d'atlantiste, c'est-à-dire décider vraiment à en découdre avec la Russie. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'il a raison, je décris simplement, j'analyse un phénomène politique, est plutôt le tenant de ce que j'appellerais, pour faire un peu de géostratégie, une ligne à la Clausewitz. Souvenez-vous, fameux stratège des guerres napoléoniennes. Raymond Aron a beaucoup écrit sur lui, etc. Quelle est la hantise de Clausewitz ? Que dans une guerre qui progressivement se généralise, se globalise, le politique, les dirigeants politiques perdent le contrôle de la guerre. Qu'ils perdent le contrôle, qu'ils ne soient plus capables de contrôler les développements de la guerre. Je crois que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron s'inscrit dans cette stratégie critique, on va dire, et raisonnable, qui est au fond la stratégie des Lumières, en réalité, face à la guerre. C'est-à-dire tout faire pour essayer de limiter l'ère d'extension de la conflictualité. Cela veut dire, évidemment, qu'on est obligé de parler avec tous les belligérants, y compris avec ceux qui ne sont pas gentils. C'est-à-dire on est obligé de parler avec Poutine. Pas parce qu'on aime Poutine, mais parce qu'on pense qu'il faut de toute façon lui parler, qu'il faut en passer par là. Et donc ça, c'est plutôt fondamentalement, depuis le début, la stratégie d'Emmanuel Macron. Maintenant, on est là pour dire la vérité à nos auditeurs. Est-ce que cette stratégie a un avenir à partir du moment où elle est ultra minoritaire dans le camp occidental ? Vous voyez, c'est une vraie question. Il y a une forme aussi de décentrage de l'Europe vers l'Est. Et donc on peut penser, si vous voulez, que bien sûr, le président de la République est souverain en France et il ne va pas livrer les missiles balistiques qui sont demandés. Ça, c'est clair. Mais en revanche, on peut penser aussi que le poids de sa voix dans l'Occident actuel va être sur cette question-là provisoirement, tout au moins atténué. Mais l'idée, c'est effectivement de garder une prérogative aux politiques. Vous voyez bien qu'on entre dans des semaines qui sont très incertaines. Et à ce titre, évidemment, il ne faut pas voir tout en noir. Peut-être aussi que le fait de parler à Zelensky et de parler à Poutine va servir dans les semaines qui viennent. Et on renverra nos auditeurs à ce document où l'ancien Premier ministre anglais Boris Johnson accuse Vladimir Poutine de l'avoir menacé d'une frappe de missile extrêmement rapide dans un documentaire publié hier. Par parenthèse, est probablement vrai. Voilà. Mais c'est vrai que la France, vous l'avez très bien résumé, cherche plutôt actuellement, par la voix d'Emmanuel Macron et de son entourage diplomatique, à se remettre dans une position d'équilibre gaulien, néo-gaulien, sachant que dans le cas d'espèce, l'équilibre ressemble à une forme d'équilibrisme. Autre sujet de la semaine, Alexis, en politique intérieure cette fois, le projet de réforme des retraites qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nouvelle journée de mobilisation prévue également demain dans le pays. Et vous souhaitiez mettre la lumière sur la relation très tendue entre Emmanuel Macron et le patron de la pourtant réformiste CFDT, Laurent Berger. Alors là aussi, il faut faire de l'histoire, l'histoire récente, mais ça remonte à 2017, et même avant. Les deux hommes, qui pourtant sont de sensibilité politique et économique très proches, au fond ce sont des réformistes de centre-gauche, si on développe leur matrice, c'est-à-dire ils adhèrent fondamentalement aux idées réformistes du Nicole Notat, par exemple, vous voyez, cette grande tradition du syndicalisme réformateur, rocardien, au fond, c'est fondamentalement leur matrice. Oui, mais enfin, ça n'empêche pas qu'on peut avoir les mêmes idées et ne pas se supporter. Et visiblement, c'est le cas de ces deux hommes. Il y a un excellent éditorial, d'ailleurs, cette semaine,
semaine dans Challenge de Maurice Safran qui résume les enjeux. Et là, visiblement, ils ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent, de mettre en scène, en tout cas du côté de la CFDT, on met en scène cette opposition. C'est-à-dire, Laurent Berger, il est prêt à toutes les négociations possibles sur la réforme, sauf les 64. Et ça tombe bien... C'est le point de friction majeur entre les deux hommes. Et ça tombe bien, le président de la République aussi. Il est prêt à lâcher... Elisabeth Borne on le sait ces dernières heures. Absolument, vous avez raison, Steve, on le sait par Elisabeth Borne, ils sont prêts à lâcher du lest sur plein d'autres aspects du projet de réforme. En revanche, sur les 64 ans, il n'y a pas moyen de discuter. Par parenthèse, il n'y a pas moyen de discuter aussi parce que c'est un engagement solennel qu'a pris le président de la République au moment de sa réélection, notamment vis-à-vis des milieux patronaux qui, eux, poussent à la roue derrière. Il ne peut pas donc se désavouer vis-à-vis d'eux. Et donc là, on sent bien qu'il y a tous les ingrédients d'une forme de blocage. Et un blocage qui se redouble dans ce cas-là, bien sûr, si vous voulez, de quelque chose qui paraît symptomatique des nouveaux rapports de force. On a pu penser, c'est le plus intéressant d'ailleurs, Safran y fait allusion, on a pu penser qu'à un moment, le syndicalisme réformiste modéré pouvait se dissocier du bloc de la protestation qui va s'exprimer demain, et pouvait se dissocier de la CGT, s'il faut parler clairement. Donc alliance avec les Républicains d'une part, et d'autre part, alliance éventuelle avec la CFDT. C'est absolument évident qu'on a deux blocs aujourd'hui, au fond, qui font système, en quelque sorte. La majorité présidentielle élargie aux Républicains, et même d'ailleurs à Reconquête de Éric Zemmour, on en parlait l'autre jour, et de l'autre côté, un arc syndical extrêmement vaste, qui conjoint en réalité des insoumis, des communistes, des socialistes, et des réformistes centristes. C'est là qu'est le problème pour Macron. C'est qu'à partir du moment où des réformistes centristes sont vent debout contre cette réforme, façon Laurent Berger, oui. Je crois qu'on a raison de dire, comme le dit l'éditorialiste de Challenge, que pour l'instant, sur le plan de la sémantique, la guerre sémantique, si vous voulez, qui est gramsciste, en un certain sens, et ben pour l'instant, il y a un point du côté des syndicalistes et il y a un 0 du côté du président. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour cet éditorial à retrouver sur notre site radioj.fr, également disponible sur YouTube. À lundi prochain Alexis. Merci beaucoup. Et bonne semaine à vous. À vous aussi.